Le procès de 5 prisonniers européens au tribunal de la région séparatiste pro-russe de Donetsk. Accusés d'être des mercenaires, ils risquent la peine de mort. Ouverture d'une nouvelle session de discussion au siège des Nations Unies à New York pour tenter de trouver un accord sur la protection des océans. L'assèchement du Rhin a provoqué la mort de nombreux poissons à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne et perturbe l'acheminement de marchandises. Dans le Donbass, on risque la mort jusque devant les tribunaux. Le procès de 5 Européens faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine a débuté lundi face à la Cour suprême de la région séparatiste de Donetsk. Originaires de Suède, Croatie et du Royaume-Uni, les 5 hommes sont accusés d'être des mercenaires et d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort. En juin, 2 Britanniques et un Marocain, capturés eux aussi en Ukraine par les forces pro-russes, ont été condamnés à mort pour le même chef d'accusation. Ils ont fait appel de la décision. Sur un autre front, l'Union européenne apparaît divisée sur la question du tourisme russe. Si l'UE a fermé son espace aérien aux vols russes depuis l'invasion de l'Ukraine, les touristes peuvent toujours se rendre en Europe par voie terrestre. L'Ukraine, soutenue par la Finlande et les pays baltes, a appelé les pays de l'Union à ne plus délivrer de visas touristiques aux citoyens russes. La question sera discutée fin août, mais pour l'instant, les avis divergent. Il est important de rappeler qu'il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les actions de leur gouvernement. Et toutes les décisions que nous prenons ne doivent pas rendre plus difficile leur quête de liberté. Les Russes ordinaires n'ont pas déclenché la guerre, mais ils la soutiennent. Ce n'est pas juste que des citoyens russes puissent voyager, entrer en Europe, se déplacer dans l'espace Schengen et faire du tourisme alors que la Russie tue des gens en Ukraine. On ne peut pas l'accepter. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky a accueilli lundi l'acteur américain Liev Schreiber et l'ancien footballeur ukrainien Andrei Shevchenko. Les 2 stars sont des ambassadeurs du site ukrainien United 24, qui collecte des dons pour soutenir le pays. Depuis son lancement en mai, la plateforme a permis de lever près de 170 millions de dollars. Le traité visant à protéger les océans de la planète sera-t-il enfin finalisé? C'est en tout cas la demande formulée par l'ONG Greenpeace au moment où les discussions reprennent au siège des Nations Unies à New York. Les négociateurs ont 10 jours pour se mettre d'accord après 4 premières sessions infructueuses. L'état désastreux des océans signifie que le moment est venu d'agir. Et quelle meilleure façon de signaler notre détermination à agir que de finaliser un accord robuste qui assure la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les plus grands espaces des océans. Objectif de l'ONU, la protection de la haute mer qui se trouve au-delà des zones économiques exclusives des nations, soit 2/3 des océans. Un immense territoire qui joue un rôle vital dans la préservation des écosystèmes, la fabrication d'oxygène et l'absorption du CO2 émis par les activités humaines. Mais seulement 1% de la haute mer est actuellement protégée, d'où la nécessité de trouver rapidement un accord. Une fois que nous aurons adopté un nouveau traité mondial, nous pourrons commencer à travailler à sa mise en œuvre. Et c'est vraiment là que se trouve le grand combat, s'assurer que nous créons un réseau de sanctuaires océaniques pour restaurer les populations épuisées, protéger la biodiversité et donner à nos océans une chance de se battre contre le changement climatique, la pollution plastique et la pêche. Un accord ambitieux est attendu par les défenseurs de l'environnement, qui espèrent une réduction des zones de non-droit. Les poissons meurent dans des proportions historiques. C'est ce qu'affirme l'Association suisse de la pêche, qui s'inquiète de la disparition de certaines espèces. Les conséquences de l'assèchement du Rhin sont bien visibles ici, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Les faibles niveaux d'eau du 2e plus grand fleuve d'Europe affectent également le transport de marchandises. Si les navires continuent de circuler, ils sont moins nombreux et plus légers. Un coup dur pour l'économie allemande, déjà éprouvée par la crise du gaz russe et l'inflation. D'autant plus que le Rhin est utilisé pour acheminer le charbon vers les centrales électriques.
En France, les viticulteurs s'inquiètent pour leurs vignes. Près de Bordeaux, dans le sud-ouest du pays, il n'a plu que 2 fois en 3 mois. Conséquence, les grains de raisin sont plus petits et moins juteux que d'habitude. Ça c'est petit, c'est très petit. Il n'y a pas beaucoup de jus. Un navire de recherche chinois a accosté mardi dans le port sri-lankais de Hambantota. Une arrivée en terrain connu, le port financé par des crédits chinois a été cédé à la Chine en 2017. Le séjour du bateau dans les eaux sri-lankaises inquiète l'Inde. New Delhi soupçonne un projet d'espionnage et redoute l'influence de la Chine sur le Sri Lanka. Le navire a toutefois été autorisé à rester, à condition qu'aucune recherche ne soit effectuée. La tension ne retombe pas à Taïwan. Quelques heures après la visite d'une délégation de parlementaires américains, la Chine désapprouve et a annoncé de nouveaux exercices militaires dans la zone. Selon les autorités taïwanaises, 15 avions chinois ont franchi la frontière officieuse entre les deux pays. Il y a 2 semaines, la visite de Nancy Pelosi, 3e personnage de l'État américain, avait provoqué la même réaction. Au Qatar, le stade Lusail qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2022 est prêt pour son inauguration officielle le 9 septembre. L'enceinte de 80 000 places accueillera 10 rencontres à partir du 21 novembre. La construction des stades au Qatar a fait couler beaucoup d'encre. Selon certains médias et ONG, plusieurs milliers d'ouvriers sont décédés victimes de conditions de travail extrêmes. La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud de l'Ukraine. C'est à ce sujet que le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu et le chef de l'ONU Antonio Guterres se sont entretenus ce lundi par téléphone. Les camps russes et ukrainiens s'accusent mutuellement de bombarder la plus grande centrale d'Europe. Kiev appelle au retrait des forces de Moscou de la zone. Une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Moderna a été approuvée ce lundi par le régulateur britannique du médicament. Selon celui-ci, cette version du vaccin dit bivalent cible particulièrement le variant Omicron et provoque une forte réponse immunitaire contre ses sous-variants BA4 et BA5. Pfizer-BioNTech prépare également ce vaccin nouvelle génération qui pourrait être approuvé à l'automne par l'Agence européenne des médicaments. Le procès du footballeur Benjamin Mendy s'est poursuivi ce lundi avec le discours introductif du procureur britannique Timothy Cray. Ce dernier a présenté le Français comme un prédateur ayant profité de sa notoriété et de sa richesse pour abuser des victimes vulnérables, terrifiées et isolées selon ses mots. Le défenseur français, suspendu depuis 1 an par son club Manchester City, est jugé depuis mercredi dernier à Chester, dans le nord de l'Angleterre. Il est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre 7 femmes. Benjamin Mendy est jugé aux côtés d'un autre homme, Louisa Maturi, également accusé de viol et d'agression sexuelle, et présenté par Timothy Cray comme un fixeur chargé de trouver des jeunes femmes aux footballeurs. Les 2 hommes ont plaidé non coupables de toutes les accusations pesant contre eux, assurant que les jeunes femmes étaient consentantes aux relations sexuelles. Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité. Le procès devrait encore durer 3 mois. Les artistes russes ont-ils leur place sur les scènes européennes? La question fait débat parmi les organisateurs de festivals. Alors que la grande majorité d'entre eux a préféré changer les programmations, le festival hongrois du Sziget s'est lancé dans un jeu d'équilibriste plutôt délicat. Accueillir aussi bien des artistes ukrainiens que russes. Notre point de vue est qu'il n'est ni élégant ni censé de déclarer un embargo sur la culture. J'aime utiliser l'analogie selon laquelle nous devrions maintenant interdire les livres de Lyudmila Ulitskaya simplement parce qu'elle est russe. Alors qu'il n'y a guère plus d'écrivains russes contestataires qu'elle, à mon avis. Pour de nombreux festivaliers et artistes à l'affiche, le maintien des Russes au programme reste incompréhensible, surtout dans un pays limitrophe de l'Ukraine. C'est le cas de ces percussionnistes de Zaporijia, réfugiés à Budapest. Nous pensons que dans le domaine culturel, la Russie doit être annulée partout tant que ce pays mène sa guerre tous les jours sur le sol ukrainien. La controverse concerne surtout la DJ Nina Kravitz. Tête d'affiche de tous les festivals européens au début de l'année, la majorité de ses représentations ont été annulées en raison de son refus de condamner l'invasion russe. Le Sziget est l'un des rares endroits où elle a pu jouer cet été et par chance, aucun incident ne s'est produit pendant son spectacle.